Bonjour à tous. Je vais vous présenter les caractéristiques et le fonctionnement des populations de truites communes et plus particulièrement dans les rivières du massif armoricain. Et je terminerai cet exposé en donnant quelques éléments sur l'évolution de ces populations face au changement global. Il faut savoir que cette conférence sur la truite commune était initialement prévue le 19 mai 2020 dans le cadre de la journée technique organisée par Bretagne Grand Migrateur, truite de mer circulée et qui n'a pu avoir lieu à cause du Covid-19, et c'est pour cette raison que cette conférence a été enregistrée. Nous commencerons par la systématique, la répartition et une présentation générale de l'espèce. La truite appartient à l'ordre des salmoniformes, la famille des salmonidés, la sous-famille des salmoninés et le genre Salmo. Les récentes études génétiques ont montré qu'il existait actuellement 4 espèces dans le genre Salmo, le saumon atlantique dont on reparlera, la truite commune bien sûr, et 2 espèces de truites, la truite doride et la truite adriatique, qui auparavant étaient des sous-espèces de la truite commune. Je voulais profiter de cette systématique, de cette vision de cette systématique pour parler d'espèces très proches de la truite commune, mais qui ne sont pas du même genre, qui sont du genre Ocorhynchus. Ce sont les truites du Pacifique, qui sont au nombre de 5, dont la truite arc-en-ciel, que l'on connaît bien, puisqu'elle a été introduite chez nous pour des raisons de performance zootechnique dans les piscicultures, et aussi pour être utilisée dans les déversements pour la pêche à la ligne. Il faut quand même savoir que ces espèces de truites du Pacifique, du genre Ocorhynchus, étaient incluses il y a encore une vingtaine d'années dans le genre Salmo. Et autre point important, la truite arc-en-ciel, espèce sauvage d'Amérique, est une espèce qui a une écologie très proche de la truite commune et qui a aussi une plasticité écologique très élevée, présentant des formes résidentes et marines. La répartition originelle de la truite, c'est l'hémisphère nord, c'est euro-asiatique, pouvant toucher l'Afrique du Nord, mais sa distribution actuelle est planétaire, puisque depuis le milieu du XIXe siècle, elle est introduite un petit peu partout sur la planète, avec un très faux taux de réussite dans ces introductions, et la truite commune, parmi les salmonidés, est l'espèce qui a eu le taux de réussite dans les introductions le plus élevé. Les caractéristiques du milieu triticole. C'est une faible amplitude thermique, généralement moins de 20 degrés en été, hydrosystème pouvant geler en hiver, une vitesse de courant relativement élevée, une eau claire de bonne qualité, un pH à peu près neutre et une quantité d'oxygène dissous proche de la saturation. Les caractéristiques globales générales de l'espèce. Une espèce sténotherme d'eau froide, mais un poisson migrateur facultatif. Nous allons en reparler par la suite. Ce qui nécessite, sur le bassin, d'avoir accès aux zones de grossissement et de reproduction, et donc une libre circulation. Ce qui fait que quand on rassemble les caractéristiques du milieu et les caractéristiques de l'espèce, la truite peut être considérée comme une espèce sentinelle bioindicatrice de la qualité du milieu et de l'intégrité de la connectivité hydrologique et écologique d'un cours d'eau, et ça à l'instar du saumon. La truite, c'est une espèce génétiquement complexe. Alors avant de parler des caractéristiques génétiques au niveau de l'espèce Salmothrita, simplement vous présenter la répartition des 2 espèces du genre Salmo qui auparavant étaient des sous-espèces de la truite commune, c'est-à-dire la truite doride et la truite adriatique, que l'on retrouve dans l'Europe centrale. Ce sont des espèces endémiques dont la répartition est extrêmement faible. Quant à la truite commune, Salmothrita, elle est génétiquement complexe car les récentes études génétiques ont montré qu'il y avait 5 grandes lignées génétiques et 4 lignées mineures. La première lignée en jaune, la lignée méditerranéenne, la lignée danubienne en orange, la lignée marmoratus en rouge, la lignée adriatique en violet, et puis celle qui nous préoccupera, la plus importante, qui est la lignée atlantique. De sorte que, quand on considère les caractéristiques génétiques des populations de truites en France, on a en fait 3 lignées.
la plus importante, la lignée atlantique, ensuite la lignée méditerranéenne et une présence restreinte de la lignée adriatique sur la Corse. Autre élément important qu'il faut avoir présent en tête lorsque l'on parle de la truite commune, c'est qu'on a affaire à une espèce avec une forte capacité adaptative. Ça se traduit par la présence de 3 formes biologiques. La forme rivière, qu'on appellera TRF, la forme de mer, qu'on appellera TRM, anadrome, c'est-à-dire que les poissons se reproduisent en eau douce et vont grossir en mer, et la truite de lac, TRL, les poissons vont se reproduire en ruisseaux et en rivières et vont grossir en lac. Autre élément important, c'est que quand on considère les formes marines et rivières sur un même cours d'eau, il n'y a aucune différence génétique. Par ailleurs, il a été montré une hérédité partielle du caractère migratoire en mer. Bon, mais cette hérédité est beaucoup plus élevée à partir du moment où les parents sont truites de mer, de sorte que on voit l'importance qu'il va y avoir entre ces 2 formes, marines et rivières, au niveau des interactions biologiques et le fait que ces interactions puissent jouer à la fois sur les stratégies de recrutement et sur les stratégies d'histoire de vie, comme on le verra tout à l'heure. Alors, si on présente maintenant les formes et puis la présence du saumon atlantique sur le territoire national, vous avez en grand cercle noir la forme rivière, grand triangle noir sur la façade manche atlantique, le saumon atlantique, la truite de lac que je vous ai fait figurer sur les lacs périalpins, certainement le Massif central, peut-être dans les Pyrénées, mais il y a eu pas mal d'introductions. Et puis la truite de mer, avec une répartition sous forme de patch, avec un premier patch dans le nord-ouest, où la truite de mer est abondante de grande taille, pour passer par après un patch où la truite de mer est peu abondante et de petite taille en Bretagne, puis on reprend la façade atlantique, on revient avec des individus de grande taille, mais une population peu abondante, pour terminer dans le sud-ouest, au niveau des Gaves en particulier, par des populations abondantes et de grande taille. Mais ce qui est important à noter et qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a une sympatrie très élevée entre les formes rivières, marines et le saumon atlantique sur les rivières françaises. Nous allons passer maintenant au cycle biologique, aux méthodes d'étude et aux données récoltées. Alors le cycle biologique, je vais passer très rapidement dessus puisque nous allons ensuite l'expliciter. La reproduction a lieu en automne-hiver. La phase sous gravier, c'est hiver, début du printemps. Les alevins sortent au printemps, peuvent rester sur place, grossir sur place, ensuite migrer vers leur zone d'engraissement qui peut être la rivière, la mer, le lac, et ensuite revenir 1 ou 2 années plus tard sur leur zone de reproduction. Alors, les techniques d'étude. D'abord, on va parler des techniques d'étude concernant l'abondance, migration et dispersion. Il y a d'abord la pêche électrique, que je dirais très classique, puisque maintenant la pêche électrique en 5 minutes, que beaucoup d'entre vous connaissent, est une méthode que l'on utilise classiquement sur les petits cours d'eau pour connaître le recrutement en truitelle. Également comme autre méthode d'étude, les captures à la ligne qui ont apporté des informations sur la taille, le poids, en prélevant les écailles sur l'âge. Même chose pour le piégeage, mais en même temps on peut avoir une idée du rythme de remontée. Sur le vidéocantage, par contre, on ne peut pas avoir accès au prélèvement d'écailles, bien sûr, mais on peut avoir des idées sur la taille et bien entendu le rythme de remontée. Et des techniques beaucoup plus récentes qui sont des techniques hydroacoustiques avec la caméra acoustique Dixon qui permet, une fois qu'on a identifié le poisson, de pouvoir les dénombrer et puis de connaître leur rythme de remontée. Vous voyez ici, dans le faisceau de cette caméra Dixon, un saumon de 75 cm qui passe. Dans ces méthodes d'études concernant l'abondance, la migration et la dispersion, pour travailler dans ces domaines, il faut marquer les individus. Et le marquage le plus important qu'on utilise actuellement est le marquage par pic-tac, ces petites bagues que l'on insère dans la cavité abdominale du poisson, que l'on contrôle avant déversement, mais qui peuvent être contrôlés quand les poissons sont mis dans le cours d'eau ou lorsqu'ils se déplacent par des enregistrements sur des antennes, toutes les données étant récoltées
sur des ordinateurs qui sont placés au bord du cours d'eau. Alors l'avantage de cette technique de marquage, c'est qu'on peut marquer des individus de très petite taille, la mortalité est très faible et le taux de perte de marque est aussi très faible. Deuxième élément important dans ces méthodes d'études qu'il faut avoir présent parce que ça joue sur le cycle biologique, c'est la caractérisation de l'habitat. La caractérisation de l'habitat se fait à deux niveaux. Premier niveau, une échelle assez large, c'est l'échelle du faciès. C'est une unité morphodynamique homogène. Les paramètres qui sont pris en compte, c'est la vitesse de courant, la profondeur, la granulométrie du substrat, mais on peut ajouter aussi présence ou pas de la rive, couvert aquatique et terrestre, également des caches. 5 grands types ont été définis. Des types courants, ou les zones courantes, c'est rapide, radié, plat courant, et des zones où le courant est beaucoup plus faible, mais des zones beaucoup plus profondes, voire très profondes pour les profonds, c'est les plats lents et les profonds. Deuxième niveau, c'est un niveau très fin, c'est le microhabitat, c'est l'environnement immédiat du poisson, qui va permettre de connaître l'occupation individuelle de l'espace et analyser son comportement à une échelle extrêmement fine. Et la plupart du temps, ce microhabitat est défini lors d'observations par plongée. Autre élément sur l'habitat, c'est un habitat particulier mais extrêmement important, c'est l'habitat de reproduction. En effet, compte tenu de l'impact des activités humaines, le transport de sédiments, l'érosion, la phase sous gravier est devenue une phase particulièrement critique, on le verra par la suite. Et donc il était important de pouvoir estimer la survie des œufs et des alevins. C'est donc on utilise une technique avec des petits cylindres que l'on enfouit dans le substrat dans lequel on met des œufs. Et au cours du temps, pendant la phase sous gravier, on estime le taux de survie des œufs et des alevins. Les méthodes d'étude, maintenant les caractéristiques démographiques. Alors, longueur poids, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, prélèvement d'écailles, on va revenir dessus, et puis aussi la détermination du sexe, qui sont des éléments très importants. L'âge et le sexe sont des éléments très importants pour travailler sur la dynamique et le fonctionnement des populations. Alors, lorsque l'on récolte des écailles, les écailles, c'est un livre ouvert de la vie du poisson. C'est une structure osseuse qui grossit au fur et à mesure que le poisson grossit. Comment elle se forme? Au fur et à mesure que le poisson grossit, il y a des crêtes calciques qui se forment sur l'écaille. Et lorsque nous sommes en phase de croissance élevée, il y a un espacement intercirculi important. Et au contraire, lorsque l'on arrive en période hivernale, lorsque la croissance diminue, ces crêtes se resserrent, formant ce que l'on appelle un anneau hivernal, et c'est ces anneaux hivernaux que l'on compte pour âger le poisson. Vous avez ici l'exemple d'une truite de rivière et d'un poisson de plus de 20 cm en longueur fourche, dans lequel vous avez un premier hiver et du plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est encore dans la deuxième saison de croissance, mais qu'on n'a pas atteint la fin de la deuxième année. On parle donc à ce moment-là d'un poisson âgé d'1 an plus. Autre exemple, toujours des truites de rivière et qui sont très importants, qui vont nous montrer que ça, ce sont des individus marqués. Vous avez d'un côté le ruisseau du Moulinet et de l'autre côté le ruisseau de la Roche avec une truite prise à la même période et la même taille. Mais le ruisseau du Moulinet, les conditions sont beaucoup plus eutrophes, alors que dans le ruisseau de la Roche, c'est beaucoup plus oligotrophe. Et vous allez voir que ça joue sur la croissance, bien entendu, puisqu'il y a une relation entre les capacités trophiques du milieu et la croissance du poisson. Sur le ruisseau de Moulinet, ce poisson a 1 an, 2 ans et du plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que concernait le plus, et sur le ruisseau de la Roche, vous avez un poisson d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus. Donc vous voyez ce que peut apporter l'écaille, non seulement âger les poissons, mais voir les différences qu'il peut y avoir également entre les milieux. Alors, cas plus compliqué, cette fois-ci c'est sur la rivière Touvre, un poisson pris au mois de mai, dont la longueur totale cette fois-ci est de 52 cm. On a affaire bien entendu à un gros poisson, et ce qui apparaît ici, et que vous allez voir, c'est non seulement la présence d'hiver, vous voyez ça à 1 an et 2 ans, mais à partir de 3 ans et 4 ans, il y a une nouvelle structure qui apparaît, qui est en fait une ligne qui fait le tour de l'écaille, qui correspond à la marque de reproduction du poisson. Et donc,
on peut non seulement avoir l'âge de ce poisson ici, mais en même temps savoir si c'est reproduit ou pas. Et lorsque l'on donne l'âge du poisson, on dira que ce poisson a 4 ans plus et qu'il s'est reproduit, a frayé à 3 ans et 4 ans. Maintenant, on va passer à la truite de mer, parce que justement, ça va être important de pouvoir distinguer d'ailleurs, en prenant des écailles, on distingue très facilement avec les écailles les formes marines des formes rivières, sauf peut-être lorsqu'on est dans des cas un peu particuliers où on a des croissances extrêmement élevées. Ici, vous avez une truite de mer de petite taille, tout simplement parce que ce poisson a passé très peu de temps en mer. Alors ce que l'on voit sur l'écaille, c'est une séparation entre en vert la partie eau douce, en violet la partie marine, avec en eau douce un temps de séjour avant que le poisson descende en mer de 1 ou 2 ans, et simplement à peine une année de croissance. Donc on parle de 0 plus année de croissance, et on appelle ça, un terme anglais, c'est un phynoc. Il y a un certain nombre de phynocs dans les populations françaises, et notamment dans les rivières de Bretagne. Si on prend maintenant un poisson un peu plus gros, pris cette fois-ci sur la Touques, une belle rivière à truite de mer en France, où vous avez une longueur totale cette fois-ci de 43 cm. On voit toujours apparaître la partie eau douce, la partie marine, mais cette fois-ci apparaît un hiver, et un hiver qui fait repenser à la structure que l'on a vue sur les écailles de la Touvre tout à l'heure. C'est une ligne qui fait le tour de l'écaille et qui représente la marque de reproduction. C'est-à-dire que ce poisson, en effet, était certainement âgé de 0 plus de mer avant de revenir dans sa rivière. Il s'est reproduit et il est reparti après une autre saison en mer. Ce poisson va donc être âgé de 1 an, puisqu'on différencie toujours l'eau douce de la mer, 1 an d'eau douce, 1 an plus de mer, et s'est reproduit 1 an. Alors si on arrive maintenant dans les cas beaucoup plus compliqués pour la truite de mer, on a ici un poisson pris sur l'Orne en octobre qui fait 81 cm. Si on peut toujours distinguer la phase eau douce de la phase marine, vous voyez que pour un tel poisson, la phase marine occupe les 3/4 de l'écaille. On a en effet un poisson qui est resté 1 an en eau douce avant de descendre en mer. Il a passé 1 an en mer avant de venir se reproduire une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et donc, lorsque l'on note l'âge de ce poisson a 1 an et 4 ans plus et s'est reproduit à l'âge de 2. Là, on dit à partir de quel hiver en mer il s'est reproduit, hiver 2, 3 et 4. On a dit que c'était important pour travailler sur la dynamique de population, le fonctionnement des populations, non seulement de connaître l'âge, mais de connaître le sexe. Le problème que l'on a avec la détermination du sexe, c'est que généralement on ne peut le faire que juste avant la reproduction. Ou alors il faut sacrifier le poisson, c'est pas l'intérêt si on travaille en dynamique de population. Et on fait ça en utilisant des caractères sexuels secondaires parce que les mâles se différencient des femelles avec un bec et avec une robe très colorée. Mais évidemment, c'est pas intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déterminer le sexe bien longtemps à l'avance dans une saison. Et c'est pour ça qu'a été mise au point une méthode de sérodiagnostic. On prélève du sang chez le poisson et on détecte une protéine sanguine plasmatique qui est la vitellogénine et qui est uniquement présente chez les femelles maturantes. C'est donc un test qui est très fiable puisqu'il est fiable à 100%. Il y a simplement un petit problème. Pour la forme rivière, ça ne va pouvoir détecter que les femelles maturantes. Donc, si on a des mâles qui ne sont pas maturants, en particulier spermiants, et des femelles qui ne sont pas maturantes au moment où on va les capturer, eh ben on ne peut pas les distinguer. On ne peut donc, sur les poissons résidents, que déterminer les femelles maturantes. Par contre, chez les poissons migrateurs, que ce soit par exemple des truites de lac ou des truites de mer, tous les poissons qui reviennent sont maturants. Les mâles sont spermiants et les autres, les femelles que l'on va considérer comme maturantes, correspondent à l'ensemble des femelles. Et là, on peut avoir un rapport des sexes complet pour cette population de migrateurs. Alors, quelles sont les données qui sont récoltées avec toutes ces méthodes d'études? L'abondance, nombre et densité, on en a parlé, la taille, l'âge, le sexe, le stade, important, et le type d'habitat. Il y a des sites privilégiés sur lesquels on récolte les données, et c'est surtout l'Observatoire de recherche en environnement
poisson diodrome, petit fleuve côtier, c'est-à-dire l'ORE, DIA, PFC, qui est INRAE et OFB, avec des rivières pilotes qui sont Loire en Basse-Normandie, le Scorff en Bretagne, la Nivelle au Pays Basque et la Brelle que l'on trouve dans le nord-ouest de la France. En plus des données récoltées sur ces sites, il y a aussi une base de données de capture de pêche à la ligne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas la base de données qu'il y a pour le saumon, parce que pour le saumon, la déclaration des captures est obligatoire, alors que ce n'est que volontaire pour les truites de mer et qu'il n'y a aucune déclaration pour les truites de rivière. Bon, c'est un peu dommage parce que ça apporte quand même un certain nombre d'informations. Et puis, quelque chose qui est très important pour essayer de comprendre le fonctionnement des populations et l'évolution de ces populations dans l'espace et dans le temps, c'est d'avoir des séries sur le long terme de plus très longues. Et c'est ce que l'on a à l'heure actuelle sur les sites de l'ORDIA PFC, puisqu'on a des séries de plus de 45 ans. Vous avez ici situé sur la carte les 4 sites dont je vous ai parlé. Alors maintenant, on va parler du caractéristique du cycle biologique et des populations et des stratégies d'histoire de vie. On va commencer tout simplement par la reproduction pour arriver après à la phase juvénile et puis le retour sur les zones de frayère. D'abord la reproduction. Alors la reproduction de la truite, elle s'étend assez longuement. Elle peut commencer fin novembre jusqu'à mi-février, voire fin février si les hivers sont froids. Je vous ai donné simplement à titre d'information la période de reproduction de la truite de mer qui est beaucoup plus courte dans le temps. Elle est à peu près identique à celle du saumon, elle est début décembre, mi-janvier. La localisation des zones de reproduction, pour la truite de rivière, c'est les têtes de bassin ou alors des petits affluents, des cours d'eau de largeur moyenne, ça peut être la partie amont d'un cours d'eau. La localisation reste fonction de la taille des femelles. Après, le faciès est identique partout. Ce sont des têtes de radier, c'est-à-dire des zones d'accélération de courant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la femelle gratte, il faut que toutes les matières en suspension puissent s'en aller. Donc il faut qu'il y ait du courant. Et c'est généralement des zones qui sont à proximité d'une zone de refuge. Et ce sont les femelles qui choisissent les sites et généralement les sites les plus sûrs. La granulométrie. La granulométrie, c'est extrêmement important. Le gravier doit être propre, voilà, donc pas du tout de matière fine, aérée. La dominance granulométrique est généralement grossière parce que le diamètre des fractions granulométriques est entre 2 et 10 cm. Bon, il peut y avoir des éléments jusqu'à 2 mm du sable grossier, mais cette granulométrie qui va être bougée, dépend bien entendu de la taille de la femelle et donc de l'énergie que la femelle pourra mettre à creuser sa frayère. Et puis dernier point important, savoir que la durée de la phase sous gravier que l'on donne en degrés jour, c'est-à-dire le nombre de degrés par jour durant cette phase sous gravier est de 800 degrés jour avant la sortie des alevins qui est généralement au mois de mars, mais tout dépend bien entendu de la température et de l'hiver qu'il y a eu. Toujours pour la reproduction, caractéristiques des géniteurs. Alors pour la truite de rivière, l'âge de première maturité sexuelle est plus précoce chez les mâles, c'est généralement 2 ans, 3 ans, souvent 2 ans chez les mâles, chez les femelles 3-4 ans. Il y a un niveau d'hétéroparité très élevé. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré une écaille de truite de la Touvre, où à 3 ans et 4 ans, le poisson s'était reproduit déjà 2 fois. En fait, il y a très souvent 2-3 reproductions, mais on peut aller au cours du cycle de vie, ça dépend évidemment de la longévité du poisson, jusqu'à 7 reproductions. Alors, quel est le comportement de migration et de reproduction? On va prendre le cas le plus fréquent, c'est-à-dire le remonter sur un affluent. Vous avez ici un schéma avec l'affluent, la partie amont et aval de la rivière. Ça se déroule en fait en 3 phases. Une phase d'approche du confluent de la rivière et du ruisseau, frayère. Ensuite, un stationnement à l'embouchure du ruisseau avec l'attente de conditions favorables. Et ensuite, une remontée dans le ruisseau en fonction de facteurs mésologiques et biologiques. Mésologiques, parce que la remontée est stimulée par les crues, parce que la migration est bloquée si les températures de l'eau deviennent très froides, en dessous de 6 degrés,
Et ensuite, biologique, parce que c'est fonction du sexe. Les femelles sont réceptives plus tardivement à ces facteurs, de sorte qu'elles sont les dernières à monter. Troisième point aussi pour la reproduction, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que l'on va revoir tout au cours de cet exposé, c'est qu'il y a très souvent présence sur les cours d'eau des formes rivières et mers, et qu'on peut non seulement les trouver sur un même bassin, mais en sympatrie sur les zones de reproduction. Et donc ce qui importe, c'est d'essayer de voir s'il y a des chevauchements des zones de reproduction. Alors le cas le plus important, c'est quand on se retrouve dans des cours d'eau où vous avez des truites dont la croissance est relativement importante, j'allais dire, qui vont commencer à se reproduire vers 25-30 cm, et qu'on se retrouve avec ces petites truites de mer dont je vous ai montré une écaille tout à l'heure, c'est Phoenoc, et donc on peut avoir des poissons de même taille qui se retrouvent sur les zones de reproduction. Pour savoir s'il peut y avoir chevauchement, on a analysé les rapports isotopiques de carbone et d'azote sur des alevins émergents. Donc vous voyez ça ici, faire sur d'ailleurs un des sites de l'ORE d'IAPFC, c'est Loire, et vous voyez, lorsque vous mettez sur un axe l'azote et le carbone 13 bien sûr, vous voyez qu'il y a une différence très nette entre les résidents en jaune et les anadromes ici en rouge. Ce qui veut dire qu'avec cette méthode, quand on analyse le niveau de sympatrie, on voit qu'avec cette forte discrimination entre les alevins des deux formes, on peut estimer la surface de recouvrement des deux espèces et bien entendu la part que peut prendre une truite de mer dans le recrutement global d'une population de truites sur un bassin. Autre point maintenant, le poisson va être sorti, donc on va parler de l'occupation de l'espace. Alors, l'habitat est extrêmement important dans la structuration spatiale de l'abondance. Pourquoi? On a affaire à un individu territorial qui a besoin donc finalement d'un territoire, et c'est à partir de ce territoire qu'il va se nourrir et qui est le seul qu'il garde, c'est-à-dire qu'il évite qu'il y ait des congénères sur son territoire. Et ces habitats sont préférés plus ou moins suivant l'âge et la taille, en fonction des habitats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on va voir ça en prenant d'abord, d'une manière plus globale, les tronçons, c'est-à-dire les affluents, la rivière amont, la rivière aval, et puis trois grands groupes d'âge, les 0+, les 1+, et les supérieurs de 1+. Vous voyez qu'il y a une importance considérable de l'ordre de drainage dans la répartition des différentes classes d'âge. Et puis intervient également les caches, le couvert et la profondeur. Quand on regarde ce graphique, les jeunes sont beaucoup plus dans les affluents et les têtes de bassin et les zones généralement peu profondes. Vous voyez, c'est toute la partie rouge de l'affluent, la rivière amont, mais surtout les affluents. Les individus plus âgés vont se retrouver également dans la rivière amont, mais en règle générale dans la rivière principale et dans des milieux tels que les plats et les profonds à partir du moment où il y a des caches, voire également les rapides. Un élément important à savoir, si on veut résumer au niveau de l'occupation de l'espace, il faut savoir que les jeunes sont beaucoup plus dans les têtes de bassin, la truite en règle générale, les adultes beaucoup plus dans la rivière principale, mais qu'un élément extrêmement important sur la distribution des truites sur un bassin versant, c'est la présence de caches. Et il faut savoir que si les truites, elles, sont nombreuses dans un ruisseau, c'est parce qu'on a un effet cache des rives qui est extrêmement important et qui joue sur la présence de la truite dans ce type de milieu. Voyons simplement, à titre d'exemple, un ruisseau, un excellent milieu pour les juvéniles. À la différence de la rivière principale, on va trouver une multiplicité de types d'habitats dans lesquels la truite va pouvoir se retrouver, et surtout avec pierres, végétation aquatique, végétation arbustive, et donc de nombreux caches. Mais l'occupation de l'espace, donc l'importance de l'habitat, c'est aussi au niveau temporel. Et au niveau temporel, on va prendre ici, vous avez un graphique qui vous donne les profondeurs et les vitesses, un axe qui est un axe ontogénique, c'est-à-dire qu'on passe de l'alevin au juvénile, voilà, donc au cours du temps. Et là, sur
un espace de temps encore plus court qui est le nyctémère, l'axe jour-nuit, vous voyez aussi comment est utilisé le milieu. Donc ce que l'on remarque avec ce graphique, c'est qu'au fur et à mesure que l'alvin, qui est d'abord dans des zones un peu plus courantes, lorsqu'il passe au stade juvénile, va passer dans des milieux profonds, mais surtout qu'il y a une utilisation de l'habitat au cours du nyctémère. Il y a des zones de repos lors de la nuit, c'est des zones profondes, et des zones plus courantes qui sont des zones d'alimentation. Ce qui veut dire que non seulement il y a des habitats préférés dans lesquels on trouve la truite, mais au niveau de la structuration temporelle, on identifie des unités fonctionnelles d'habitat, et le meilleur exemple que l'on connaît, c'est la séquence radier profond, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. La croissance. La croissance, elle est élevée au stade juvénile. Là, je parle des rivières du massif armoricain. On a quand même 5-13 cm pour les poissons 0+, pour les poissons 1 an plus. Vous savez ce que veut dire 1 an plus. Je vous ai montré une écaille, 12-25 cm. Alors, à quoi est liée cette forte croissance? Bon, d'abord, elle est variable quand même dans l'espace et dans le temps. Il y a une relation forte avec la température, parce qu'il y a déjà une relation forte de la température avec les disponibilités trophiques. En effet, le juvénile est d'abord insectivore, il mange des invertébrés benthiques. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'à partir du moment où le poisson sort des graviers jusqu'à la fin de ses saisons de croissance, il y a une relation extrêmement élevée entre la taille de la truite et le nombre de degrés jour durant cette saison de croissance. Vous voyez le niveau du coefficient de détermination 0,969. Variable dans l'espace et dans le temps aussi, en fonction de l'ordre de drainage. Pour ça, vous regardez le premier graphique. Ici, sur votre gauche, où vous avez l'âge, les tailles, et vous avez différents niveaux d'ordre de drainage. Un sous-affluent, on est sur le bassin du Scorff ici. Sous-affluent, ruisseau de Talascorne, l'affluent de Kernec, le Scorff amont, le Scorff aval. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on augmente dans l'ordre de drainage, la croissance augmente en rapport avec l'augmentation des capacités trophiques du milieu. Et c'est quand même extrêmement net. Donc l'ordre de drainage joue, les caractéristiques du cours d'eau vont jouer aussi. Et là, il faut comparer les deux graphiques. Vous avez vu le Scorff, vous prenez à côté la Touvre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré un individu qui était âgé de 4 ans plus, et qui est une rivière calcaire, à la différence du Scorff, qui est une rivière légèrement acide. Vous n'avez pas la même échelle. La même échelle ici, d'X, oui, 0+, 1+, 2+, et ici, des longueurs différentes. Lorsque vous comparez simplement à l'âge 1+, sur la rivière Touvre, vous avez à peu près 220, 230 mm. Alors que ici, en prenant le Scorff aval, où les capacités trophiques sont les plus élevées, on a 170 mm. D'où les caractéristiques du cours d'eau jouent un rôle très important. Et il faut savoir qu'en effet, sur les rivières calcaires, où il y a des populations de truites de rivière, truites de mer, la croissance est forte. Il y a aussi la qualité du milieu qui va jouer de la même manière. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur les deux écailles de truites qui étaient capturées dans des milieux aux capacités trophiques différentes et qui jouent sur la croissance. Donc alors, là-dedans, ce qui joue sur la qualité du milieu, c'est par exemple les effluents de pisciculture et aussi les effluents provenant des pratiques agricoles. Mais cette croissance, elle est variable aussi en fonction de l'âge et de la saison et puis de la condition de l'individu après la reproduction. Alors en fonction de l'âge, vous voyez quand même très nettement que la croissance, lorsque l'on prend les deux stades juvéniles, 0+ et 1+, la croissance est extrêmement élevée dès le moment où les individus sortent de leur frayère. Ce qui veut dire qu'en particulier, s'il y a un avancement de la sortie des gravières ou un retard de la sortie des graviers, automatiquement, ça va jouer très fortement sur le taux de croissance. Et vous allez voir que le taux de croissance joue fortement sur les stratégies de vie du poisson. Donc vous voyez que la croissance est très très élevée pour les 0+, dès le printemps. Bon, ça diminue après, dans le temps, tout à fait normal. Qu'il y a un pic pour les 1+, au mois de juin, et puis que ça redescend un petit peu plus bas. Mais la croissance reste toujours très élevée pendant la quasi-totalité du temps, ou de la saison pour les 0+ par rapport au 1+. Et dernier point donc, que je donnais ici dans cette partie,
c'est aussi que la reprise de croissance va dépendre de la condition de l'individu après la reproduction. Si la reproduction a été difficile pour le poisson, la reprise va être beaucoup plus difficile. Si la reproduction s'est correctement passée, sans souci, la reprise va être rapide. Et puis, autre élément, alors qui joue très très fort, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on avait affaire à un animal territorial. Un animal territorial veut dire un habitat, un préférendum autour d'un territoire. Ce qui veut dire que entre les juvéniles, plus il y a de juvéniles, et plus le territoire va être relativement limité, et donc les capacités de croissance de l'individu, ce qui va entraîner qu'une augmentation de densité des juvéniles va entraîner une baisse de la croissance liée au fait que l'espace de la rivière n'est pas infini, on a une capacité d'accueil limitée. Ça, c'est entre les individus d'une même classe d'âge, d'une même cohorte. Entre classes d'âge, la compétition est beaucoup plus limitée puisqu'on a vu qu'on avait des habitats différents. Et puis j'aimerais quand même évoquer, même si on ne sait pas exactement de la compétition intraspécifique, mais plutôt de la relation intraspécifique, c'est la prédation des truites adultes sur juvéniles. Il faut savoir qu'à partir du stade 1+, déjà quand, disons une vingtaine de centimètres, les truites d'insectivores passent à piscivores. Et piscivores, c'est pas uniquement du véron, ou peut-être un peu de chabot, peut-être un petit peu de goujon, mais c'est également des truitelles. Les relations interspécifiques, on a dit qu'on parlerait du saumon, et c'est le cas, on va se retrouver avec le saumon, c'est important. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, avoir à l'esprit, c'est que la croissance du saumon est plus faible quand saumon et truite sont en sympatrie. Le saumon, c'est de 4,5 à 12 cm et la longueur des poissons d'un an et demi, c'est de 10 à 17 cm. Il y a vraiment une différence et cette différence d'ailleurs augmente au cours de l'âge pour les 2 premières années. Et heureusement, je dirais, il y a des préférences d'habitat différentes très marquées. Le saumon va dans des habitats très courants. Le saumon est relié à la vitesse du courant et donc dans des zones, il fréquente des zones très courantes et peu profondes de la rivière principale, alors que, on l'a dit par exemple pour les juvéniles de truite, elles sont dans les têtes de bassin et dans des zones peu profondes certes, mais pas avec une vitesse élevée. Et puis on a, ça c'est au niveau du faciès, parce qu'on avait dit que quand on regarde l'habitat, il y a 2 niveaux, le faciès et le microhabitat. Le microhabitat est différent. Si vous avez par exemple une truite et un saumon juvénile dans le même espace, le saumon sera sur le fond et la truite sera dans la colonne d'eau. Et c'est pour ça que quand on regarde la surface des pectorales du saumon par rapport à celle d'une truite de même âge, on a une surface de pectorale 1,5 fois supérieure. Ce qu'il faut savoir de toute façon dans cette relation interspécifique, c'est que le milieu ruisseau, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la truite se retrouve dans les ruisseaux et en particulier va s'y reproduire, c'est que assure une compétition beaucoup plus favorable à la truite que la rivière principale. Autre relation interspécifique, alors, avec une espèce qui est en sympatrie avec la truite de rivière, c'est le chabot. On a remarqué qu'il pouvait y avoir un taux de prédation sur des alevins émergents de 10 à 20% et une possible compétition alimentaire, mais en fait cette interaction reste vraiment limitée. Maintenant, la migration des juvéniles. Les poissons ont grossi, ils vont donc migrer, en particulier du ruisseau vers la rivière principale, et puis on a parlé de la truite de mer, vers l'estuaire. Cette migration, elle est printanière. La migration est plus précoce en règle générale, je veux dire au cours de la saison, pour les juvéniles de truite de mer que pour ceux de truite résidents. Quels sont les facteurs qui influent? L'influence de la température. Il ne faut pas que la température soit trop basse. C'était comme pour la remontée sur les frayères. Si la température est trop basse, la migration s'arrête. Le débit d'eau facilite. Et puis aussi de l'âge du smolt ou du migrant. Les individus les plus jeunes descendent en premier. Et puis, une autre caractéristique importante, c'est que la migration est souvent nocturne. Les caractéristiques des migrants, ça va dépendre de la forme. Lorsqu'on a affaire à des truites de rivière, c'est 1 à 2 ans.
Et chez les truites de mer, c'est plus facilement des 2 ans, voire quelquefois des 3 ans. Et donc la taille globale, lorsque l'on prend l'ensemble des migrants, ça peut aller de 10 cm, et là de 10 à 15 cm, on va surtout trouver des migrants de juvéniles de truites de rivière, jusqu'à 25 voire 30 cm, et là on se retrouve beaucoup plus avec des migrants âgés de truites de mer. Alors justement, la migration des juvéniles. Lorsque on se retrouve en particulier en sympatrie sur un cours d'eau, avec à la fois les truites de mer et les truites de rivière, qu'il va y avoir une migration printanière, alors d'une part pour les truites de rivière pour aller dans la rivière principale et pour les truites de mer pour aller en mer, on va se retrouver avec une migration, on va retrouver les différents types de juvéniles. Et c'est justement à ce moment-là, généralement, que l'on peut distinguer les truites de mer des truites de rivière. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît en fait 3 phénotypes. Là, je vous en ai mis 4, mais en fait, il y a un phénotype migrant qui correspond aux 2 que vous avez ici. Une truite vraiment avec les caractéristiques de la truite commune, résidente, et ici, légèrement blanchâtre, qui peut arriver. Et puis, les 2 autres morphotypes, c'est la truite presmolt et la truite smolt, qui correspondent à ce moment-là aux juvéniles de truite de mer. Et ces phénotypes correspondent à un changement morphologique lié à la smoltification, l'allongement du cœur, argenture de la livrée, comportemental bien sûr, mais de toute façon ça l'est pour tous les individus, puisque de toute façon de sédentaires et de territorial, ils deviennent migrants, et puis d'ailleurs ils sont grégaires, ils sont en groupe, et surtout une augmentation de l'anaca-ATPase, qui est une enzyme branchiale qui permet l'adaptation au niveau du milieu marin, et en même temps qu'il y a une augmentation de l'hormone de croissance. Et ça, cette augmentation de ces enzymes et de cette hormone se font sous l'influence de la température et de la photopériode. Il faut quand même savoir que lorsque l'on regarde, le saumon aussi a bien entendu une smoltification, mais lorsque l'on regarde les niveaux d'anaca-ATPase, ici vous avez ça au cours du temps, donc vous voyez qu'à chaque fois le pic c'est au moment de la période de descente, c'est-à-dire au début du printemps. Ici vous avez le saumon, vous avez la truite anadrome et la truite résidente. Vous voyez automatiquement que le niveau d'anaca-ATPase n'est absolument pas identique, ni entre la truite résidente et la truite anadrome, ni d'ailleurs entre le saumon et la truite anadrome. En effet, la smoltification chez la truite de mer est beaucoup moins prononcée, elle est réversible, et puis surtout, il peut y avoir des truites juvéniles qui ont une phénotype de migrants de rivière qui passent en mer sans changer, sans smoltification, lié tout simplement au taux de croissance quand le taux de croissance est très élevé. Parce que l'hormone de croissance dont je vous ai parlé tout à l'heure intervient sur la possibilité qu'a le juvénile de passer en mer. Alors maintenant, on va terminer un petit peu avec la longévité pour terminer le cycle biologique. Bon, à nos latitudes, 5-7 ans, la longévité, souvent moins tout simplement parce que le poisson est exploité. En moyenne, les femelles sont plus vieilles que les mâles, mais il n'empêche que la longévité, bon, il peut y avoir des cas exceptionnels, pas si exceptionnels que ça, parce que ça c'est un poisson pris sur le scorf. Vous avez ici le poisson, la taille, qui a été pris en décembre 2017 lors d'un suivi sur les frayères qui faisait à peu près 60 cm. Et lorsque vous voyez son écaille, là ça devient un petit peu problématique pour connaître son âge, d'autant qu'en plus il y a une partie régénérée, qui est liée certainement à une blessure. Ici il y a certainement le centre de l'écaille, certainement visiblement une première année, et puis après on voit des anneaux se mettre en place qui sont très proches, pas toujours faciles à distinguer. On ne voit pas non plus si le poisson s'est reproduit, mais visiblement le poisson aurait près de 10 ans. On a donc fait le tour du cycle biologique et on voit que ce cycle biologique est quand même relativement complexe parce qu'il y a une multiplicité de stratégies de recrutement en fonction de la manière dont le poisson va se comporter. Il va aller en mer, va pas aller en mer, va rester en ruisseau, va aller en rivière principale. Et en fait, cette multiplicité des stratégies de recrutement, c'est vraiment le reflet de la grande plasticité écologique de l'espèce. Bon, alors ce qu'il faut avoir présent quand même à l'esprit, il faut quand même que j'en parlerai un petit peu plus tard aussi également, c'est la modification possible de ces stratégies avec les déversements et les repeuplements de poissons domestiques.
Il faut savoir qu'à partir du moment où un poisson est élevé en pisciculture, il y a une diminution de sa diversité génétique. Et lorsque ces poissons sont déversés, qu'ils survivent et qu'ils peuvent se reproduire avec les populations sauvages, on parle à ce moment-là d'introgression et on aura automatiquement une baisse de la capacité adaptative des populations sauvages car il y a une baisse de la diversité génétique des populations hybrides lorsque vous avez des hybrides. Donc il faut avoir ça présent à l'esprit. Donc maintenant, quand on essaye de regarder l'ensemble des stratégies de recrutement et pas des stratégies d'histoire de vie, vous avez une première stratégie qui est mise ici en A, où vous avez les adultes de la rivière qui remontent dans le ruisseau, les juvéniles vont y naître, rester très peu de temps, descendre, et puis former des géniteurs dans la rivière principale, et le cycle est bouclé d'une manière simple. Là, c'est vraiment dans des ruisseaux de petite taille. Dans des ruisseaux de plus grande taille, en fait, les géniteurs de la rivière principale remontent dans le bas du cours d'eau, pondent. Les juvéniles qui sont issus de cette reproduction vont y grossir, former des juvéniles sédentaires qui, dans un deuxième temps, vont ensuite monter dans le haut de l'affluent, s'y reproduire, et les juvéniles de cette deuxième génération vont migrer en rivière et à ce moment-là former les juvéniles de la rivière principale qui ensuite reviendront et le cycle est bouclé. Et là, on a affaire à un cycle beaucoup plus compliqué. Cycle plus simple, on a dit tête de bassin. Les têtes de bassin, ce n'est pas forcément les affluents, ça peut être la rivière principale. Et là, vous avez un cycle sur la partie amont de la rivière principale. Mais bien entendu, avec des individus qui peuvent avoir des croissances, des besoins de croissance beaucoup plus élevés, on peut avoir un cycle qui est le cycle D que vous voyez ici apparaître, où les individus peuvent dévaler dans la partie aval de la rivière principale et reviendront frayer dans la partie avant. Après, si se surajoute sur ces cycles déjà compliqués, celui de la truite de mer, pour lequel on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un chevauchement plus ou moins important des zones de frais. Il y a une fertilité entre les deux formes, puisqu'il n'y a pas de différence génétique. Eh bien, on peut avoir un cycle truite de mer, des truites de mer montant dans les affluents, dans la partie amont, et puis faisant son cycle entre rivière et mer. Voilà. Mais il peut y avoir aussi des truites de mer qui vont se reproduire et qui vont former des juvéniles de truites résidentes qui à ce moment-là n'iront pas en mer. C'est le cycle que vous voyez en pointillé. Et puis par contre, il peut y avoir, ce que j'ai mis en vert ici, plutôt des truites qui vont aller en mer, liées en particulier à un taux de croissance très élevé, je l'ai dit tout à l'heure, et qui d'ailleurs ne passent pas par le stade smolt, qui n'ont pas de smoltification. Donc vous voyez l'ensemble des cycles biologiques qu'il peut y avoir pour la truite commune, plus particulièrement lorsque l'on se trouve en sympatrie entre forme rivière et forme marine. Maintenant, on va parler des stratégies d'histoire de vie concernant l'individu. Un point extrêmement important qu'on a quand même plus ou moins souligné, c'est croissance et migration. Et cette expérience a été menée sur un des sites de l'ORE d'IAPFC sur le ruisseau de la Roche, qui est un affluent très productif de Loire, Loire se jetant ici dans la Sélune, et nous avons ici un système de piégeage. Nous avons marqué des individus sur le ruisseau de la Roche, qui est un ruisseau très productif en truite, et nous avons analysé le taux de recapture des truites une année plus tard, suite au marquage, en regardant en fonction de la longueur à la fourche standardisée et en fonction de la localisation où ils sont pris. Ici, vous avez les poissons qui sont sur la roche, donc c'est des poissons d'un an plus. Ici, vous avez les poissons pris sur Loire, et ici, en orange, les poissons pris au piège. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a une relation positive entre la taille des truites 0+, et la distance de migration à l'échelle du bassin. C'est-à-dire que non seulement ils franchissent le piège pour aller ensuite dans la Sélune, la rivière principale, le fleuve, et ensuite peut-être aller en mer. Ce qu'on a remarqué, parce que dans le ruisseau de la Roche il y a aussi beaucoup de saumon, c'est qu'il y avait une influence de la densité de saumon juvénile sur le taux de migration. Et
Bien entendu, ce qui ressort, c'est l'importance du taux de croissance durant la première année. On l'a vu tout à l'heure sur les graphiques que je vous ai montrés. L'importance, et je vous l'ai déjà dit, de vie, voire de la deuxième année, sur le déterminisme du comportement migratoire et donc sur le choix de la stratégie d'histoire de vie de l'individu. Quand on fait maintenant un bilan de ces stratégies d'histoire de vie, on considère à la fois les stratégies de recrutement et les relations entre croissance et migration, et bien on constate que pour la truite commune, sur un bassin, il existe un continuum de tactiques d'histoire de vie en fonction du taux de croissance et du sexe. On passe de la sédentarisation à la migration en rivière, à la migration en estuaire, bon, entre guillemets, entre parenthèses, à la migration marine. Et ça dépend du sexe. Vous avez ici figuré le gradient trophique, c'est-à-dire ici il diminue. Vous avez ici donc la croissance du juvénile qui passe de moins à plus, et ici la croissance du juvénile qui passe de moins à plus, et ici la zone de frais, le ruisseau, la rivière Loire, le système, puisque ça a été fait sur le Loire, la rivière Sélune et la mer. Quand on regarde pour les mâles, on s'aperçoit qu'il y a une relation très nette avec la croissance, peu d'individus pouvant aller en mer, ce qui d'ailleurs est en rapport avec le fait que quand on analyse les rapports des sexes d'une population de truites de mer sur un bassin versant, on a souvent beaucoup plus de femelles que de mâles. Et surtout, c'est que plus la croissance du juvénile est forte, et moins le mâle migre. Tout simplement pourquoi? C'est tout simplement lié aux besoins énergétiques. À partir du moment où le mâle a une forte croissance, il va rapidement satisfaire ses besoins énergétiques pour sa maturation sexuelle, d'où pas forcément de migration, la migration étant finalement une stratégie à risque. Au contraire d'une femelle qui, elle, pour maturer, va avoir besoin d'une forte énergie. Et là, vous allez voir au contraire quelque chose de croissant au niveau du déplacement entre le croissant entre le déplacement, la longueur du déplacement et la croissance du juvénile, c'est-à-dire que les truites juvéniles de plus grande taille ayant une plus grande probabilité à aller en mer. Alors ça, c'est une expérience qui a été faite avec justement des séries de données qui ont été faites sur plus de 7 ans, où on a eu plus de 5800 poissons de marqués et près de 1300 recapturés, ce qui nous permet d'avoir une idée très claire de la stratégie d'histoire de vie de la truite commune. Je vous ai dit que je terminerai mon exposé en parlant des problèmes, ou quelques éléments que peuvent avoir ces populations de truites face au changement global. Donc je vais vraiment donner quelques éléments forts et qui me paraissent importants à citer. Premier point, c'est le problème de la libre circulation qui reste réduite, qui impacte la reproduction. Alors il est certain qu'on fait beaucoup plus attention à ça au niveau de ce retour de la connectivité hydrologique et écologique, mais il n'empêche, il faut savoir qu'il y a eu une très grande perte de connectivité longitudinale. Il y a de nombreux barrages infranchissables qui ne permettent pas d'accès aux sites de reproduction, qu'on ait affaire à la forme rivière, à la forme marine, voire à la forme de lac. Lorsqu'il y a des barrages qui peuvent être franchissables, il y a quand même un effet cumulatif lié au nombre, à la hauteur. Et quels sont les effets? C'est le retard à la migration, que ce soit la montée et la descente. C'est une baisse de l'hétéroparité, c'est-à-dire qu'en effet, ça diminue la survie du poisson, donc il va se reproduire moins de fois au cours de son cycle. Une surmaturation des femelles avant la reproduction, et ça veut dire quoi cette surmaturation? C'est une mortalité des œufs, une malformation des embryons. Pour les juvéniles, c'est à partir du moment où il y a des barrages, il y a très souvent des barrages hydroélectriques et il peut y avoir des attractions dans les turbines, et ça c'est des problèmes qui sont mal résolus pour les smolles de truites de mer ou les juvéniles qui descendent, ou pour les poissons qui ont pu se reproduire, qui survivent et qui redescendent vers leur zone d'engraissement. Et puis, qu'est-ce que ça peut entraîner? On l'a dit, je ne sais pas si c'est un bien pour un mâle, mais c'est le fait qu'à partir du moment où le poisson est bloqué, que c'est une truite de mer, eh ben, elle peut
peut ne pas mourir, mais il y a une réversibilité à ce moment-là de la smoltification et la truite ne dévale plus. Donc on peut modifier aussi l'évolution de la population de truites de mer. Alors ce que l'on fait comme étude actuellement, ce qui est fait actuellement, c'est d'utiliser la télémétrie pour mieux connaître le comportement du franchissement des obstacles par la truite, ce qui permet d'avoir des passes à poissons plus efficaces. Mais il est certain que, sans rentrer trop dans le problème que ça peut poser, le fait d'enlever les vieux ouvrages sur un cours d'eau est certainement la meilleure solution actuellement. Et donc ce mouvement européen de dam removal est actuellement quelque chose d'extrêmement important pour le maintien de ces populations qui migrent. Deuxième élément qui persiste toujours, c'est la modification des bassins versants et les pratiques agricoles. Il y a eu un pic extrêmement important dans les années 2000 là-dessus, puisque ça entraîne quoi? Ces modifications de bassins versants, érosion, transport de sédiments et dégradation de la qualité d'eau et bien entendu des habitats. Alors des exemples, rigole de drainage, culture de maïs, les abreuvoirs et évidemment la conséquence, c'est le transport de sédiments en période de crue. Et que ça joue sur quoi? J'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi spécifiquement on faisait attention à l'habitat de reproduction et qu'on mettait ces petits bigoudis pour estimer la survie des œufs et des alevins? C'est tout simplement parce que la phase sous-gravier est devenue critique à cause du colmatage des fonds. Colmatage des fonds, ça veut dire hypoxie, et ça veut dire les nitrates qui sont liés en particulier aux pratiques agricoles peuvent se transformer en nitrites. Et à ce moment-là, c'est particulièrement néfaste pour le poisson. Ça entraîne quoi? Une forte mortalité des œufs et des alevins. On peut avoir jusqu'à 100%. 100%, et là on parle depuis l'œuf fécondé jusqu'à l'émergence. Mais c'est variable. C'est fonction du substrat. La survie est quand même 5 fois plus élevée sur du granit par rapport à des substrats sédimentaires. Des conditions hydrologiques. Les mortalités sont beaucoup plus fortes avec les fortes crues. Pourquoi? Parce que le transport des sédiments est le plus important. Et puis aussi parce qu'on s'est aperçu qu'au cours de la phase, on avait identifié un stade critique que vous voyez ici. Vous avez l'œuf, vous avez juste avant l'éclosion ce stade critique. Là, entre l'œuf et l'éclosion, il y a une très forte mortalité. Et la plus faible mortalité se situe entre l'éclosion et l'émergence. Et le deuxième point, c'est qu'on a non seulement une forte mortalité des œufs, mais bien entendu, la conséquence de tout ça, c'est qu'il va y avoir une forte variabilité du succès reproducteur en fonction de la manière dont les conditions de reproduction ont eu lieu, et un faible taux de survie en phase juvénile. De l'œuf au 0+, c'est-à-dire de l'œuf fécondé, voire de l'alevin émergent, jusqu'à la fin de la première saison de croissance, on a 1% de taux de survie. Plus quelquefois, il y a des effets retard, mais qui jouent d'ailleurs sur ce taux de survie, c'est lorsque il y a des conditions non optimales de reproduction, les alevins qui sortent peuvent être de taille plus faible et un retard à l'émergence qui va faire que l'alevin, quand il va sortir, ne va pas trouver des conditions favorables pour pouvoir survivre ou grossir. Troisième point, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, ça continue. C'est l'impact des poissons d'élevage sur les populations de truites sauvages. Il y a quand même des déversements de poissons d'élevage encore en grand nombre. Il faut quand même savoir, et je n'ai pas arrêté d'en parler au cours de cet exposé, qu'il y a une capacité d'accueil limitée. À partir du moment où on fait du déversement, du surdéversement, on peut sursaturer la capacité d'accueil du milieu, et ça va être bien entendu au détriment des populations sauvages. Autre chose, on en a parlé lors des stratégies de recrutement, c'est le croisement génétique et la dilution génétique. Si les poissons survivent, ces poissons domestiques, on sait qu'ils ont une plus faible diversité génétique et automatiquement, leur croisement avec les populations sauvages va entraîner une fitness, une capacité adaptative beaucoup plus faible. Or, je pense que c'est parce qu'on a besoin des truites actuellement avec ce qui arrive, avec le changement climatique notamment. Autre point qu'il faut savoir, c'est que le comportement de reproduction peut être différent, le comportement de reproduction d'un poisson sauvage, à tel point qu'on a vu des augmentations de l'hybridation avec le saumon atlantique, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Et puis, il y a la transmission de maladies et de parasites. De sorte que je voulais donner quelques points relativement importants à partir du moment où on veut en effet
utiliser une stratégie de repeuplement. Je pense qu'il faut vraiment savoir si la population est éteinte ou résiduelle, de façon à ne pas mettre en difficulté la population sauvage. Il faut améliorer la qualité de l'eau, c'est la première chose à faire, et de l'habitat avant déversement. Il faut en effet aussi améliorer la libre circulation, estimer la capacité d'accueil pour savoir ce que l'on peut mettre, et utiliser des souches locales et marquer les juvéniles de façon à avoir une idée de l'efficacité des repeuplements qui sont effectués. Dernier point, c'est le changement climatique. C'est un des éléments les plus importants. Le changement climatique, ça va être quoi? Dans un premier temps, c'est l'augmentation de la température de l'eau. Et une très grosse étude a été réalisée sur tous les poissons migrateurs. Bon, alors évidemment, la truite, elle n'est pas uniquement migratrice, elle est aussi migratrice facultative, mais quand même, elle est intégrée dans ces poissons migrateurs et il a été démontré une forte diminution de l'aire de répartition originelle. Alors là, c'est des prédictions qui ont été faites pour 2100. Il y a 196 bassins qui ont été analysés du Maroc à la Scandinavie, de l'Islande à l'Iran. Et vous avez ici en ordonnée le nombre de bassins perdus ou gagnés par rapport au nombre de bassins initiaux et les différentes espèces. Vous voyez qu'il y en a pour lesquels il y a des gains bassins favorables. Vous avez par exemple Alosaphalax et puis Kellon ramada, qui est le mulet. D'autres espèces pour lesquelles il n'y a pas de changement. Et par contre, sans regarder toutes les autres espèces, on va regarder la truite, on voit que c'est une espèce pour laquelle il y a uniquement de la contraction de répartition et absolument aucune expansion qui est prévue. Donc c'est un élément important. Le changement climatique, c'est l'augmentation de la température de l'eau avec une modification, alors cette fois-ci, du comportement et de la variabilité du succès reproducteur. Là, on avait sur une large échelle au niveau de la répartition, et là maintenant c'est au niveau individuel. Il faut savoir que la reproduction, on l'a dit, la phase même sous gravier, était des phases très importantes pour le cycle biologique de l'espèce. La reproduction, elle se fait à des températures qui sont entre 8 et 10 degrés. Si on a avec le changement climatique des températures de plus de 12 degrés, ce qui a été réalisé au niveau expérimental, on a une modification de deux phases comportementales et un ralentissement de l'activité de reproduction, sans blocage, mais un ralentissement, avec tout ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire un allongement de la vie sous gravier, et donc une sortie des alevins qui est plus tardive, et avec des conditions défavorables qui peuvent l'être. Donc il y a bien entendu un enchaînement important. En effet, lorsque la température est supérieure à 12 degrés, le tremblement est une phase importante. Le tremblement, c'est une phase où la femelle tremble et signifie au mâle qu'elle est prête à ce moment-là à éjaculer ses produits génitaux, et donc le mâle peut se mettre à côté. Et donc vous voyez que quand la température augmente, la fréquence diminue. Et le creusement est fait par le femelle et on s'aperçoit que l'activité de creusement diminue également avec la température. Et puis, autre point, par contre beaucoup plus important, c'est qu'on peut avoir des augmentations de température, mais pas forcément homogènes. C'est-à-dire on peut avoir des températures qui augmentent, puis qui redescendent, puis qui reprennent ensuite, qui réaugmentent, c'est-à-dire provoquer ce qu'on appelle des chocs thermiques. Et on s'est aperçu que ces chocs thermiques pouvaient avoir des conséquences importantes. Vous avez ici le pourcentage de survie, et ici le nombre de chocs thermiques. Et ce que l'on remarque, c'est qu'à partir du moment où il y a plus de 2 chocs, il y a plus de 95% de mortalité à 250 degrés jour. 250 degrés jour, ça fait à peu près juste avant l'éclosion. Et 2 chocs, il y a 100% de mortalité à l'éclosion, c'est-à-dire à 550 degrés jour. Donc non seulement des augmentations de température, mais des modifications importantes de la température au cours de la reproduction peuvent avoir des conséquences importantes sur le succès reproducteur de l'espèce. Alors ça a été réalisé sur le saumon, mais comme on a affaire à une espèce dont l'écologie est extrêmement proche, et bien entendu, on va avoir exactement le même impact. Et le changement climatique, d'une manière plus globale, c'est l'augmentation de la température de l'eau, mais des événements hydrologiques extrêmes. C'est ça aussi qu'il faut voir.
Et donc, ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des phases importantes qu'il va falloir surveiller et qui va être fortement impactée, c'est la phase sous gravier, car ça reste maintenant, encore plus qu'avant, la phase clé du maintien des populations. Il peut y avoir un raccourcissement de la phase sous gravier, une sortie précoce des alevins, ou au contraire, il peut y avoir une augmentation. Et de toute façon, une augmentation de la mortalité, parce que quand les poissons sortent, il n'y a pas de conditions favorables, et en particulier de conditions trophiques. Ça, lié à la température. Et puis l'effet chasse des crues qui vont être de plus en plus violentes, où là, c'est des mortalités puisqu'il y a une déstructuration complète du substrat, c'est-à-dire enlèvement des frayères. L'autre élément qui va jouer aussi, c'est l'augmentation du taux de croissance. La température, ça permet une augmentation du taux de croissance. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une relation nette entre la croissance et la température. Mais ça veut dire une augmentation des besoins énergétiques. Donc il faut que les capacités trophiques de la rivière suivent. Mais il faut savoir que cette croissance va être limitée à la période printanière. Parce que si les températures continuent à augmenter en été, ça va être une augmentation au contraire de la mortalité. Et il faut savoir que la température létale est quand même de 25 degrés, même si les poissons arrivent à s'adapter. J'ai dit tout à l'heure que les températures, c'est inférieur à 20 degrés. On a très souvent des températures qui sont supérieures à 20 degrés. Les adultes de truites arrivent très bien à s'adapter. Mais la température létale reste actuellement de 25 degrés. Et puis, d'autres modifications, je dirais un peu plus annexes, qui ont été montrées sur le saumon. C'est l'avancement de la période printanière dans la migration des juvéniles. Par exemple, sur les saumons des populations d'Atlantique Nord, on a montré qu'en 50 ans, le début de migration avait avancé de 12 jours et demi. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la migration ne se faisait pas au hasard. Elle se fait de toute façon en rapport avec des conditions qui sont favorables en mer. Il y a donc une fenêtre d'ouverture qui est relativement étroite. Et s'il n'y a plus cette adéquation entre le moment où le poisson descend et cette fenêtre favorable en mer, il y aura une très forte mortalité. Voilà, donc je voulais donc après cette intervention, de vous donner quelques conclusions et perspectives. D'abord, le bilan. En fonction de ce que je vous ai donné, vous voyez qu'on a une bonne connaissance de l'écologie, de la truite commune et puis de sa capacité adaptative. On voit qu'il y a une très forte variabilité des phénomènes biologiques et des caractéristiques des populations liées à la modification et à l'instabilité grandissante des milieux qui va augmenter avec certainement le changement climatique. Actuellement, on n'a presque pas de statut pour la truite de mer concernant le statut de l'UICN. On parle de préoccupations mineures. Je pense que ce n'est pas en adéquation avec ce qui se passe pour la truite. Mais je pense que de toute façon, il va y avoir un changement de ce statut qui risque de passer non seulement de vulnérable, mais voire en danger avec le changement climatique et puis allié à ces pratiques de déversement qui, de toute façon, malheureusement, continuent. Les perspectives. Les perspectives, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, c'est vraiment la nécessité de poursuivre ces observations sur le long terme, avec ces rivières ateliers qui permettent le suivi de ces populations, des populations qui sont maintenues, et puis le suivi de populations que l'on restaure, en particulier lorsque on restaure la qualité d'eau, on restaure la libre circulation, comme ça se fait sur certains cours d'eau, ou en particulier maintenant, on enlève les barrages qui ne sont plus utiles. Dans les perspectives aussi, il est nécessaire pour essayer de comprendre ce qui se passe pour la truite et puis d'essayer peut-être de donner des mesures, de comprendre les mécanismes adaptatifs de l'espèce, l'évolution de sa diversité, quelle rapidité des changements et peut-elle s'adapter à ces rapidités des changements et c'est quel type d'adaptation. Autre élément important, on l'a vu, on a parlé beaucoup de la relation truite de mer, truite de rivière, et on ne sait encore pas trop comment interviennent le fait que l'on a affaire à une truite de mer, une truite de rivière. Je vous ai donné quelques indications, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus essayer de mêler à la fois la génétique et l'interaction avec l'environnement dans le déterminisme de cette anadromie, qui peut d'ailleurs jouer un rôle dans les années à venir sur le maintien de la population de truites sous ses formes rivières et mers.
Et dernier point, c'est l'amélioration de l'habitat et de la connectivité, j'en ai déjà parlé, mais qui est un point essentiel. C'est, bien entendu, ce sont les meilleurs facteurs de réussite du maintien et de restauration des populations, mais le problème est de savoir de ce qui va se passer au niveau du changement climatique. Et donc la nécessité, bien entendu, c'est de redonner aux cours d'eau leur capacité de résilience face en particulier à ce grand stress qui va arriver et qui arrive actuellement, bien sûr, et qui est le changement climatique. Merci pour votre attention.